Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième session, deuxième séance on va dire, de ce séminaire études de marché. Il y a une première partie la semaine dernière pour certains d'entre vous qui ont peut-être assisté au premier cours. Ce deuxième cours sera un peu plus approfondi. La première séance était principalement destinée à expliquer ou à expliciter certains concepts clés des études de marché. Alors dans ce deuxième cours ou cette deuxième partie, on va essayer de creuser un peu plus en profondeur certains éléments qui étaient restés flous. Aussi, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va rattraper un peu parce que la dernière fois, parmi les remarques, c'est qu'il y avait des petits soucis techniques, on n'arrivait pas réellement bien voir les slides. Là, aujourd'hui, ce problème technique est réglé, en principe, et Inch'Allah, on va pouvoir voir ensemble toutes les slides. En tout cas, n'hésitez pas à me faire signe ou à m'écrire sur les messages justement pour me signaler un problème technique, ou là, si vous n'arrivez pas à suivre, ou là, il y a un problème de son, etc. Donc n'hésitez pas à faire ça. Alors, sans trop tarder, bon. Voilà, donc on est toujours sur le séminaire études de marché, comme j'ai expliqué il y a quelques secondes, et sur la partie 2. Donc on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ce qui va suivre comme slide. Alors, je vous ai mis... Je vous ai mis une petite bio, juste pour rappeler un peu les différentes étapes par lesquelles je suis passé dans mon expérience professionnelle en matière d'études de marché. Et ensuite, là, un petit rappel du sommaire. Rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quand même un petit rappel de la séance dernière, où on a évoqué les concepts clés des études de marché. On va revenir quand même sur les principaux types d'études de marché, mais de manière assez rapide pour pouvoir aller sur d'autres sujets et d'autres problématiques liées aux études de marché. On va rappeler les grandes étapes d'une étude de marché, mais cette fois-ci à travers une étude de cas. Donc on a choisi le cas de l'entreprise ABC, qui est une entreprise fictive, on va dire, et on va essayer de voir de manière détaillée justement, à partir du moment où on a formulé un brief, où on a une problématique marketing, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes étapes par lesquelles on passe pour réaliser une étude de marché. Donc ça va être ça, les principales parties qui vont être couvertes aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième partie du cours études de marché. Alors pour revenir aux différents types d'études de marché, ceux parmi vous qui avaient assisté au premier cours ont certainement vu ce schéma, mais en tout cas j'en ai parlé, même si ce n'était pas réellement visible au niveau du live. Ce schéma rappelle un peu les différents types d'études marketing. Donc je pense que vous n'êtes pas encore au niveau du schéma, donc je vais attendre un peu parce que c'est en train de streamer, ça va venir. C'est en train d'arriver. Donc ce que je disais, c'est qu'on va faire un rappel de certains concepts, mais de manière très très brève, sans trop tarder, parce qu'on a un temps et un volume de temps qui est limité. Donc on a 45 minutes, il va falloir qu'on fasse toutes ces séances en 45 minutes. Et donc voilà, on va faire un petit rappel. Et ensuite, on va passer. J'attends que la slide passe. Je pense que vous êtes toujours, vous me voyez toujours. Voilà, donc la première slide, c'est le titre, études de marché. Ensuite, la deuxième slide, bon, j'ai mis rapidement mon parcours professionnel en matière d'études de marché. Et la troisième slide, c'est une slide qui détaille un peu le sommaire, en tout cas les thématiques autour duquel la présentation d'aujourd'hui va être articulée. Donc, c'est en train d'arriver. Excusez la lenteur de connexion, mais parce qu'on est justement en mode streaming, donc voilà. Alors, donc voilà les principales parties autour desquelles va être articulée notre présentation aujourd'hui. Et là, j'étais au niveau de ce schéma-là, qui sont les différents types d'études marketing. Donc, très brièvement, on avait parlé d'études ad hoc, c'est des études qui sont ponctuelles, qui répondent à un besoin spécifique. On avait parlé d'études omnibus, qui sont plus des études multi-clients, où plusieurs clients peuvent poser des questions relatives à leur catégorie ou à leur marché respectif, et ils peuvent chacun recevoir les questions qui les intéressent. On a d'un autre côté ce qu'on appelle les panels, qui sont plus des études répétitives, continues, où il y a effectivement plusieurs clients qui souscrivent. On appelle ça des études en souscription ou là, des études
mutualisé, syndicated, on peut appeler ça comme on veut. Mais en tout cas, c'est un échantillon inchangé dans le temps et qui nous permet de suivre la tendance d'un certain nombre d'indicateurs importants pour la fonction marketing. Et enfin, on a parlé aussi des études barométriques qui, elles aussi, sont des études répétitives qui peuvent porter sur, qui peuvent être commandées par un client ou plusieurs clients, mais l'échantillon est de taille identique d'une vague à l'autre, mais ce sont des études où l'information recherchée est identique d'une vague à l'autre, mais on n'est pas sur la même configuration que les panels, parce qu'on ne s'intéresse pas forcément aux mêmes répondants, là, exclusivement aux mêmes répondants. Donc, on s'intéresse à des répondants, à des personnes qui sont de profils similaires, mais qui varient d'une période à une autre. Et j'avais précisé la dernière fois que les objectifs étaient différents selon qu'on veut réaliser un panel ou une étude barométrique. L'étude barométrique aussi, comme l'appellent les anglo-saxons, elle s'appelle des études tracking ou tracker. Donc, tracking dans le sens où ça permet de traquer, de suivre l'évolution d'indicateurs clés ou de KPIs dans le temps. Alors, dans la slide suivante, on avait parlé aussi de l'approche qualitative versus l'approche quantitative. J'attends juste que la slide apparaisse sur vos écrans pour pouvoir vous l'expliquer. Parce que là, ça reste quand même les deux familles les plus importantes en matière d'études de marché, les études qualitatives d'un côté et les études quantitatives de l'autre. Chacune de ces techniques a des objectifs et une façon de faire qui est différente de l'autre, que ce soit en matière ou en tout cas en termes d'objectifs ou que ce soit en termes de façon de réaliser les études qualitatives versus les études quantitatives. Alors, ceux parmi vous qui sont dans le domaine ou en tout cas qui ont déjà eu ou qui ont déjà assisté à un cours d'études de marché ou un cours de marketing de manière générale peuvent plus ou moins faire la différence entre ce qu'on appelle une étude qualitative et une étude quantitative. Donc la première étude qualitative, elle cherche à aller plus en profondeur, à expliquer des phénomènes, à dégrossir une problématique marketing, alors que l'étude quantitative, elle cherche à apporter des preuves, à confirmer des hypothèses, et c'est de manière chiffrée, c'est pour ça qu'on les appelle études quantitatives. Donc, Derasat al-Kayfiyya, les études qualitatives, ou Derasat al-Kamiyya, c'est-à-dire en mesure, on est en mesure de donner des chiffres, de quantifier et de donner des pourcentages, etc. Donc, on est plus dans le domaine du quantitatif. Je pense qu'il y a même une séance de statistiques et d'analyse quantitative qui va avoir lieu cet après-midi et qui va certainement rentrer dans le détail des études quantitatives. En tout cas, pour revenir à la différence, je ne sais pas si vous arrivez à voir la slide relative à la différence entre études qualitatives et études quantitatives. Elle est visible chez vous, pas encore? Je pense pas encore, hein, je pense pas encore. J'attends juste que la slide études qualitatives et études quantitatives s'affiche. Je suis désolé, c'est certainement un problème de connexion parce qu'on est en streaming. Mais en tout cas, je disais entre études qualitatives et études quantitatives, donc la différence est claire. La première, c'est-à-dire les études qualitatives, elles cherchent plutôt à répondre à la question du pourquoi. Alors, très bien. On s'était arrêté à cette slide qui sont les grandes étapes d'une étude de marché. Je tiens juste à les rappeler. Première étape étant l'identification et l'opérationnalisation du problème. Deuxième étape étant le cadre de l'étude. Troisième étape étant la collecte de la donnée. Quatrième étape étant le traitement et l'analyse de la donnée. Et enfin, on aboutit aux conclusions, recommandations. Parce que toute étude de marché, l'intérêt n'est pas de faire une étude pour ressortir avec des données, mais l'idée c'est de ressortir avec des données qui vont être interprétées et à partir desquelles on va tirer des conclusions et ensuite on va aller sur des recommandations stratégiques pour l'entreprise ou le client qui a commandité l'étude. Alors, donc je reviens à la première étape, identifier le problème et l'opérationnaliser, comme je vous expliquais tout à l'heure pour ceux qui étaient là et qui suivaient le live depuis le début. Donc j'ai essayé de préparer une petite étude de cas. Cette étude de cas se présente comme suit. Cette étude de cas va nous permettre de comprendre et d'appréhender chacune de ces étapes de manière très précise et très claire, plutôt que d'aller sur des définitions et des concepts théoriques uniquement. Donc, l'étude de cas est la suivante. Donc, c'est un brief. Généralement, une étude de marché commence par un brief, c'est-à-dire un cahier des charges qu'on reçoit de la part d'un client donné, une entreprise donnée qui souhaite réaliser une étude pour répondre à une problématique donnée. Dans le cas présent, l'entreprise, on va l'appeler ABC, elle opère dans un certain nombre de secteurs ou de catégories et les responsables de l'entreprise ont jugé opportun de se lancer dans la fabrication de jus. Très bien. Donc ça, c'est
la fabrication du jeu. Alors, c'est une entreprise qui a l'habitude d'opérer sur d'autres segments, d'autres catégories, mais les jeux est une catégorie inconnue, méconnue pour cette entreprise. Donc, il dispose de très peu d'informations, voire pas du tout. Surtout les informations qui sont relatives aux habitudes de consommation et d'achat et les attitudes envers la catégorie. Donc, habitudes de consommation et d'achat et attitudes envers la catégorie. Pour obtenir justement ces informations qui sont extrêmement importantes et nécessaires à la compréhension d'une catégorie quelconque, dans le cas présent, on parle de la catégorie des jeux, et avant d'engager d'énormes investissements, notamment dans l'outil industriel, le groupe ABC a décidé de lancer une étude d'usage et attitude, suivie d'une segmentation des clients. Alors, je vais vous expliquer tout ça par la suite dans le détail, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je dis ici dans le brief, c'est le cabinet, en tout cas, le client a contacté le cabinet Insight Tech, qui est un cabinet qui a de l'expertise, etc., en matière de réalisation des études similaires. Alors, concrètement, pour ceux parmi vous qui avaient assisté à la séance ou à la première partie de ce cours la semaine dernière, à un moment, j'avais fait le parallèle entre les types d'études de marché et le cycle de vie d'un produit. Donc, il y a un certain nombre d'études. L'idée n'est pas de revenir à l'ensemble de ces types d'études par rapport à chacune des étapes. Là, on est à la toute première étape, qui est l'étape de lancement ou l'étape de rentrée ou d'entrée sur une nouvelle catégorie pour l'entreprise ABC. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Au vu des informations qui sont manquantes, au vu du peu d'informations dont dispose l'entreprise, il s'avère nécessaire de recourir à ce qu'on appelle une étude d'usage et attitude. L'abréviation, enfin, il y a une abréviation commune dans le jargon études de marché, on appelle ça UEA, pour usage et attitude, accompagnée d'une étude de segmentation, ou en tout cas d'une analyse de segmentation de la clientèle cible de la catégorie jeu. Donc ça vraiment, c'est une étude, c'est un type d'étude qui se positionne vraiment en amont au tout début du processus, en tout cas du cycle de vie du produit. Alors, comment on va définir le problème? D'abord, pour définir le problème, je vais rappeler un peu le concept théorique et ensuite expliquer ça dans le cas de l'entreprise ABC. Il faut investir dans la définition du problème en étudiant l'environnement du décideur et du marché. Dans le cas présent, on est en train de parler de la catégorie jeu. On est en train de parler d'un opérateur qui opère sur un certain nombre de catégories et de secteurs, mais pas encore sur la catégorie de jeu. On a besoin d'identifier aussi les enjeux. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? De quoi on a besoin? De quel type d'information on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut collecter comme information? Comment je dirais, structurer ce marché des jeux au Maroc? Quels sont les principaux acteurs, etc. Donc, on définit le problème. Le problème, c'est essayer de comprendre ou de collecter un maximum d'informations sur la catégorie des jeux au Maroc. Alors ensuite, on doit définir le besoin en information. De quelle information exactement on a besoin? Donc, on va le voir par la suite. Je vous ai préparé un exemple très détaillé, mais l'idée, c'est de comprendre un peu tous les types d'essayer de collecter le maximum d'informations possibles, justement, sur la catégorie des jeux. Quels sont les principaux acteurs? Quelles sont les principales marques? Est-ce qu'il y a des variantes? Quelles sont ces variantes? Quelles sont les différentes variantes, justement? Quel type de packaging est utilisé dans la catégorie des jeux? Comment se positionne chacun des acteurs sur ce marché? Quelles sont les différentes parts de marché? Quel est le taux de pénétration? Et je vais arriver à ce concept de manière un peu plus précise par la suite. Combien de personnes consomment du jeu sur l'ensemble de la population marocaine? À quelle fréquence le jeu est consommé? Quelles sont les régions qui consomment le jeu le plus? Est-ce que c'est plutôt au nord ou là au sud ou là au centre ou là dans l'Atlantique, etc. Donc, on a besoin de définir quel type d'information et le besoin réel d'information pour mieux appréhender ce marché. On a besoin de savoir aussi, est-ce qu'il y a des marques qui sont plus connues que d'autres et des marques qui sont moins connues? Est-ce qu'il y a de la publicité sur ce marché-là? Quel est le rôle de la publicité? Quelles sont les publicités qui sont appréciées, etc., etc. Donc, et ensuite, on va poser des hypothèses de recherche qui doivent être facilement testées, de dire oui, on considère que c'est une catégorie peut-être aujourd'hui qui est très très large, mais il y a beaucoup d'acteurs peut-être, donc on a besoin de confirmer ça. Ou là, au contraire, il y a toujours un manque, enfin il y a toujours de l'espace pour un nouvel acteur pour intégrer cette catégorie. Donc on pose un certain nombre d'hypothèses. C'est la troisième étape justement dans la définition du problème. Ensuite, on doit définir un cadre. À quoi il faut recourir? Quel type d'étude? D'accord? Est-ce qu'il s'agit de faire une étude de type exploratoire ou plutôt descriptive? Est-ce que c'est une étude? Ensuite, on choisit l'approche méthodologique. Est-ce qu'il s'agit de collecter de la donnée secondaire? Donc, il y a
deux grandes catégories de données. On a ce qu'on appelle les données primaires et les données secondaires. Les données secondaires, c'est les données qui sont déjà existantes. Ça peut être des statistiques de la douane, ça peut être des statistiques du Haut Commissariat au Plan, du ministère du Commerce et de l'Industrie, etc. C'est des données existantes. Il s'agit juste d'aller les chercher, de faire un travail de recherche. On appelle ça généralement une étude documentaire ou là une analyse documentaire. On va aller essayer de chercher justement ces données qui existent. Et donc, c'est tout un travail, c'est toute une technique justement d'aller chercher ces données-là. Ou bien on va recourir à une approche qualitative pour essayer de comprendre comment les gens consomment sur cette catégorie, pourquoi ils consomment tel produit et pas tel autre produit, quelles sont les marques qu'ils apprécient le plus, etc. Et ensuite, on peut aussi réfléchir à une approche quantitative. Mais en tout cas, on verra par la suite qu'il va falloir combiner un peu ces différentes approches. L'approche quantitative va consister à dire le taux de pénétration des jeux au niveau de la population marocaine est par exemple de 35%. Donc on verra que 35%, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. On va essayer de benchmarker, en tout cas de comparer ça à d'autres catégories. On verra aussi quelle est la fréquence de consommation, à quelle fréquence le Marocain moyen lambda consomme du jeu. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois chaque 3 mois, etc. On essaie de comprendre ça, etc., etc. Donc, on va essayer d'apporter aussi des réponses quantitatives. Ou bien, il s'agira de faire de l'observation. Alors, la technique d'observation, généralement, on va faire de l'observation au niveau d'un point de vente, on va faire de l'observation au niveau d'un foyer, par exemple, pour comprendre les habitudes de consommation d'un ménage, par exemple, en temps réel, etc. Et in situ, je voulais dire. Alors, on verra par la suite quelle approche méthodologique on va adopter pour le cas présent. Et ensuite, ce qu'il faut définir, c'est l'approche de collecte des données. Comment on va collecter ces données? Alors, selon qu'on décide de faire une étude qualitative ou quantitative ou une étude par observation, on définira ensemble quel est l'outil de collecte de données qu'on utilisera. Quand on fait des études qualitatives, généralement, on va utiliser un guide d'entretien, on appelle ça un guide d'entretien ou un guide d'animation. Quand on fait des études quantitatives, on est plutôt dans une logique de questionnaire. Le questionnaire, c'est un peu le canevas ou l'outil le plus connu, le plus classique que la plupart des gens vont utiliser. Mais sachez qu'il y a différents outils de collecte de l'information et j'avais expliqué la semaine dernière que le guide d'entretien est plutôt un outil qui est flexible et que le questionnaire est plutôt un outil qui est directif, une approche qui est plutôt structurée et directive. On verra tout ça par la suite. Alors, donc, il faudra définir ce cadre-là justement. Alors, dans le cas présent, dans le cas de l'entreprise ABC, on est face à une catégorie qu'on connaît pas du tout. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut recourir à une étude d'usage et attitude. Alors, généralement, comme on n'a pas du tout d'informations sur cette catégorie, il serait idéal de commencer par une étude documentaire, c'est-à-dire collecter de la donnée secondaire qui existe. On va collecter de la donnée, par exemple, sur les principaux acteurs qui existent, leur chiffre d'affaires, leur nombre d'années d'expérience dans la catégorie. On va collecter des données de la douane, combien peut-être ils apportent de matières premières, est-ce qu'il y a des matières premières qui sont produites localement au niveau international, quels sont les différents fournisseurs de cette catégorie, etc., etc. Donc ça, c'est une approche plutôt documentaire. On va ensuite enchaîner sur une approche qualitative parce qu'on a besoin de comprendre comment se fait la consommation du produit jus, comment les gens le consomment, quels sont les freins et les motivations à la consommation du jus, pourquoi on va consommer un tel jus et pas un tel autre, quels sont les arômes qui sont préférés, est-ce que c'est plutôt l'arôme orange ou là c'est plutôt l'arôme cocktail ou là l'ananas, etc. Donc il peut y avoir différents arômes qui sont préférés, en tout cas plébiscités par les consommateurs de cette catégorie. On va essayer de comprendre un peu l'attitude vis-à-vis de la catégorie. Est-ce que c'est une catégorie dont les consommateurs se sentent proches? Comment elle se compare, par exemple, aux boissons gazeuses? Comment elle se compare à l'eau embouteillée, etc., etc. Comment elle est consommée? Avec quel autre produit? Est-ce qu'on va consommer du jus à l'état brut ou là on va le mélanger avec d'autres produits? Est-ce qu'on va consommer du jus seul ou là on va manger ou la consommer en parallèle du biscuit ou là un cake ou là un repas, un sandwich, etc. Donc ça, c'est des éléments auquel l'étude qualitative nous aidera à répondre. Et ensuite, on peut passer aussi, on peut combiner ça avec une approche quantitative. C'est pas qu'on peut, mais on doit combiner ça à une approche quantitative. Parce que c'est important pour nous de savoir aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle est la pénétration justement d'une catégorie comme les jeux. Est-ce que c'est 35%? Auquel cas, il y a de l'espace, il y a encore un manque à gagner parce qu'on n'est pas sur l'ensemble de la population marocaine. Quels sont les leviers sur lesquels il faudra capitaliser justement pour faire en sorte
qu'il y ait une consommation plus importante de cette catégorie. On peut voir aussi, mesurer un peu la pénétration de chacune des marques, c'est-à-dire quelle est la proportion ou quel est le nombre de personnes sur la population totale qui consomment la marque X ou la marque Y ou la marque Z de jeu. Qu'est-ce qui fait qu'une marque est plus consommée que l'autre? On va essayer de comprendre aussi en termes de notoriété quelles sont les marques les plus connues. Est-ce que les variantes aussi, est-ce que c'est une catégorie où l'entrée est la marque, ou la variante, ou l'arôme, ou le type d'emballage, etc. Donc, on va essayer de déterminer un certain nombre d'indicateurs, quantifier, chiffre à l'appui pour dire voilà ce qui se fait dans la catégorie, voilà ce qui est apprécié, voilà comment cette catégorie est consommée, et voilà comment on peut faire justement pour améliorer la consommation. Ça, on y arrivera au moment des conclusions et recommandations. Ensuite, en termes de choix de l'approche de collecte des données, alors, le choix de l'approche en matière sur la première partie qui est l'analyse de données secondaires, bon, on essaie de recenser un peu toutes les sources on essaie de recenser un peu toutes les sources de données existantes, qu'il s'agisse de données provenant de la douane, du Haut Commissariat au Plan, du ministère du Commerce et de l'Industrie, etc. On va essayer, ça c'est pour la partie documentaire. Ensuite, pour la partie qualitative, comme je vous ai dit, on utilise un guide d'entretien généralement, et dans ce cas précis, on pourra recourir à des focus group. C'est des réunions de consommateurs. On va réunir un certain nombre de gens, de consommateurs. On va essayer de comprendre, de consommateurs de la catégorie, en l'occurrence la catégorie jeu, pour essayer de comprendre un peu leurs habitudes de consommation, qu'est-ce qu'ils consomment le plus, moins, etc. C'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour la partie quantitative, on va dans le cas présent et au vu du contexte marocain opter pour une approche quantitative en face à face. Bon, on peut bien évidemment évoquer les nouvelles techniques de collecte de données en ligne, etc. Mais bon, je pourrais revenir à ça de manière détaillée dans une autre séance. Mais il y a des avantages, mais aussi des inconvénients au recours aux études en ligne. Dans le cas présent, et dans un contexte comme le contexte marocain, où il y a un taux d'analphabétisme qui est relativement élevé, on va probablement privilégier une approche en face à face, où on va s'adresser à des gens, on va essayer de leur poser des questions directement. Aujourd'hui, on n'utilise plus du papier, ou là en tout cas des questionnaires en papier. On a des questionnaires qui sont programmés sur des tablettes, et on va poser des questions justement sur la base des scripts, en tout cas des questionnaires qui sont programmés sur les tablettes. Donc ça, en termes d'approche de collecte des données. Alors ensuite, toujours sur la partie collecte des données, donc il s'agira dans le cas présent, ou là de manière générale quand on fait une étude de marché, d'élaborer un plan d'échantillonnage, de former le terrain qui va réaliser l'étude, de collecter les données, et ensuite de revenir pour contrôler un peu tout ça. Parce qu'on ne peut pas collecter de la donnée de n'importe quelle manière et se fier à 100% à ce qui a été collecté. Il y a toujours lieu de revenir à la charge. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, je suis passé à la slide suivante, qui est la slide collecte des données. De ce que je vois dans le live, vous êtes toujours sur la partie, voilà, très bien, c'est la slide, donc elle s'est affichée maintenant. Donc la partie collecte des données, je disais que les 4 grandes étapes, je les ai rappelées, vous les voyez devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle élaboration du plan d'échantillonnage? Donc il s'agira ici de définir la cible. Est-ce qu'on va s'intéresser dans cette étude à des consommateurs de jus, ou là on va s'intéresser à la fois à des consommateurs et des non-consommateurs? Est-ce qu'on va s'intéresser à une cible jeune en termes d'âge, ou là on va s'intéresser à différentes catégories d'âge? Est-ce qu'on va s'intéresser à des classes sociales relativement élevées, et pour ceux parmi vous qui connaissent la classification sociale, on va parler de classe sociale A, B, C1, C2, D et E. A étant la classe supérieure et le E étant la classe relativement inférieure, ou en tout cas la moins aisée. Donc on définit la cible en termes de région. Est-ce qu'on va faire une étude nationale, ou là on va se limiter uniquement à certaines régions, etc. Donc tout ça rentre dans l'élaboration du plan d'échantillonnage et le cadre d'échantillonnage. On va choisir la méthode d'échantillonnage, et là encore ça nécessite un cours à part entière. Est-ce que c'est une approche aléatoire quand on est sur la phase quantitative, ou une approche probable, enfin est-ce que c'est une approche aléatoire ou une approche par quota, etc. On définit une taille d'échantillon, sur combien de personnes doit porter cette étude, à la fois sur la phase qualitative et sur la phase quantitative. Et là, bien sûr, il y a un certain nombre de techniques pour pouvoir le déterminer, et on aura probablement l'occasion de revenir sur ça. Ensuite, il faudra former l'équipe terrain. Alors, former l'équipe terrain, quand on est dans un contexte d'études qualitatives, l'équipe terrain va recruter en deux
deux intervenants principaux. Premièrement, ce sont les recruteurs, c'est-à-dire les personnes qui se chargent de recruter les consommateurs ou les répondants qui vont faire partie des focus group. D'accord? Et ensuite, il faudra former la modératrice ou le modérateur, la personne qui va s'occuper de modérer les focus group. Alors, les former sur quoi? Sur les objectifs de l'étude et les objectifs des questions, parce que c'est important que ces personnes-là s'imprègnent un peu de l'objectif de l'étude pour qu'elles sachent exactement de quel profil de personnes on a besoin, notamment pour les recruteurs. Ou là, pour la partie, pour la modératrice ou le modérateur, c'est important qu'il ou elle sache qu'est-ce qu'on veut obtenir comme réponse aux questions qui sont posées. Connaissance de la structure et maîtrise de l'outil de collecte. Alors ça, c'est pour le cas des études qualitatives. Dans le cas des études quantitatives, on va former une équipe d'enquêteurs. Donc, c'est des enquêteurs qui vont aller sur le terrain, qui vont poser des questions sur la base du questionnaire qu'on aura préalablement défini et pré-testé. Donc, on va les former sur l'objectif de l'étude, sur la nature des questions, sur ce qu'on entend par telle ou telle question, etc. et s'assurer qu'ils comprennent bien et qu'ils sont en mesure de resituer ça en face d'un répondant. Alors, ensuite, on passe à l'étape collecte des données. Donc, pour l'étude qualitative, on va organiser les focus group et on va enregistrer tout le contenu des focus group et on va essayer par la suite de retranscrire ce qui a été dit dans les groupes. D'ailleurs, il y a une séance hier après-midi à 17h qui a porté sur ça. Et ensuite, on va essayer d'analyser tout ça. Pour la partie quantitative, donc on enverra les équipes sur le terrain. Elles vont réaliser le travail de collecte sur le terrain, donc administrer les questionnaires, poser des questions, etc. Tout ça, toutes ces données-là sont collectées. Pour la partie qualitative, il y a un enregistrement audio qui est fait systématiquement et qui va nous aider par la suite à retranscrire le contenu total et exact de ce qui a été dit dans les groupes. Sur la partie quantitative, les données sont enregistrées, sont envoyées dans un serveur. Ensuite, toutes ces données-là sont compilées, sont nettoyées pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas eu de biais ou en tout cas qu'il n'y a pas eu de réponse incorrecte, etc. Donc, on essaie de vérifier tout ça et de contrôler pour ensuite arriver à une base de données, ou en tout cas un fichier de données qui soit propre et exploitable. Bien évidemment, toutes ces données-là qui ont été collectées, surtout dans le cas des études quantitatives, parce que c'est là où on n'a pas forcément le contrôle de ce qui se fait sur le terrain. Généralement, des études UNA, je vais donner juste un exemple. Généralement, on va les mener sur 1000 personnes, parfois plus, parfois 1200, voire 1500 personnes. Parfois, on peut le faire sur une taille d'échantillon un peu plus réduite, 800 personnes. Mais en tout cas, c'est des échantillons qui sont relativement lourds. Donc, il y a une étape contrôle qui est primordiale et extrêmement importante pour vérifier justement la cohérence des données qui ont été collectées, est-ce qu'on a respecté l'ensemble des consignes qui ont été données à l'équipe terrain, etc. Donc, une partie contrôle qui est extrêmement importante, qui se fait au niveau des superviseurs, c'est-à-dire les personnes qui vont chapeauter le terrain, qui se fait au niveau des consultants aussi, des chargés d'enquête. Donc, il y a un certain nombre d'intervenants sur cette partie-là, contrôle. Alors ensuite, traitement et analyse des données. Alors là, j'ai essayé de distinguer, je suis passé à la slide suivante, intitulée traitement et analyse des données. Je vais attendre 2 secondes le temps que vous puissiez la visualiser avant d'expliquer. Alors très bien, on est arrivé à la slide traitement et analyse des données. Alors sur cette slide-là, donc il y a 3 grandes étapes. Il y a l'étape codification, il y a l'étape vérification et il y a l'étape plan d'analyse. Alors pour la partie codification, alors on parle de codification principalement en études quantitatives. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Généralement dans un questionnaire, on va poser des questions qui sont fermées, à choix unique ou à choix multiple. Là encore, on va faire une séance dédiée à ça parce qu'il y a énormément de possibilités de questions. Et on a ce qu'on appelle des questions ouvertes, c'est-à-dire une question du type, par exemple, quels sont tous les produits autres que les jus que vous consommez, ou la question toutes les marques que vous consommez, sans définir, sans qu'il y ait de liste prédéfinie. Auquel cas, on va avoir des réponses où là, typiquement, qu'est-ce qui vous pousse à consommer une marque de jus par rapport à une autre? On va sortir avec un certain nombre de réponses. Bon, certains vont évoquer peut-être le prix, d'autres la qualité du produit. Bon, même si la qualité du produit, ça reste un terme vague. Généralement, quand on a des réponses comme ça, on essaie de les préciser davantage. Donc, on va évoquer peut-être la qualité des ingrédients qui sont utilisés, on va peut-être évoquer la qualité de l'emballage, etc., etc. Donc là, on est face à des réponses qui sont ouvertes. Il y a un travail de codification, c'est-à-dire on va essayer de regrouper des réponses qui se ressemblent et on va essayer de les rendre numériques.
codifiées, leur donner un chip pour qu'on puisse les saisir et les exploiter par la suite. En Kali, la partie codification consiste principalement en la retranscription du contenu enregistré. Donc, comme je vous ai expliqué, on enregistre les discussions dans les focus group et tout ce contenu-là est par la suite retranscrit, c'est-à-dire reproduit exactement à la lettre, pour qu'ensuite il y ait un travail d'analyse de contenu qui est fait par le consultant pour comprendre justement, essayer de dégager des tendances, essayer de tirer des conclusions, essayer de ressortir avec des conclusions à la suite de cette étude. Il y a une partie vérification. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la partie vérification va consister en la vérification du fichier de données. Est-ce qu'il y a une cohérence dans les données collectées? La partie sur le volet qualitatif, on va lire les transcripts. Donc, c'est en ça que consiste la partie vérification. Et enfin, la partie la plus importante et l'aboutissement de tout ce travail, c'est la partie plan d'analyse. Donc, sur la partie quantitative, donc on va définir quel type d'analyse on va effectuer. Est-ce que c'est des analyses, c'est des tri à plat? Donc, il y a une séance qui va être dédiée à ça dans l'après-midi, je pense, à 15 heures. Statistiques et analyse quantitative. Est-ce qu'il s'agit de faire des analyses, des tri à plat, des tri croisés? Est-ce qu'il faut faire des analyses un peu plus poussées, notamment des analyses multivariées ou autres? Donc, il y a un certain nombre de techniques statistiques. La liste est très, très longue. L'idée n'est pas d'aborder tout ça aujourd'hui. En Kali, est-ce qu'on peut opter pour une analyse sémantique ou la lexicale? Là encore, il y a un tas de façons de faire. Et voilà, donc c'est juste pour vous donner un exemple de quel type de traitement on peut opérer à la suite d'une étude quantitative ou d'une étude qualitative. Alors, ensuite, je vous ai présenté au tout début de tout à l'heure, dans l'étude de cas, je vous ai présenté un peu le brief client, c'est-à-dire ce que le client veut. Et en face, un cabinet d'études ou une agence d'études, elle va établir une proposition d'étude. Donc, une proposition d'étude qui répond à un brief. Cette proposition d'étude, c'est un document. Dans le temps, on le faisait sur Word, mais de plus en plus, les gens le font, enfin, tous les cabinets le font aujourd'hui sur du PowerPoint. Et cette proposition d'étude, elle est généralement composée des rubriques que vous voyez. Alors, c'est pas écrit c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas exactement les mêmes étapes qui sont suivies par tout le monde, mais en tout cas, dans un contexte idéal, il s'agira d'abord de rappeler un peu le contexte de l'étude. On appelle ça parfois aussi la compréhension du brief. Qu'est-ce qu'on a retenu du brief du client? Ensuite, on définit les objectifs stratégiques au business. Quelle est la finalité de toute cette étude? Que veut en faire l'entreprise? Donc, typiquement, dans le cas de l'entreprise ABC, c'est une entreprise qui souhaite élargir son activité, qui souhaite entrer sur une nouvelle catégorie, qui est la catégorie jeux, et prendre quelques points de part de marché. Ça peut être un objectif stratégique ou de business. Et ensuite, on va décliner ça en objectifs de l'étude. Donc, les objectifs de l'étude, il s'agira de définir de quel type d'informations on a besoin, quelles sont les questions auxquelles on doit répondre. Bon, ici, typiquement, dans le cas de cette étude, en termes d'objectifs d'étude, on peut se dire, on a besoin de comprendre quelle est la pénétration des différentes catégories de produits, quelle est la pénétration de la catégorie jeux, quelle est la notoriété des différentes marques, quel est le niveau d'usage des différentes marques, quelle est la fréquence, etc. Donc, on peut définir un certain nombre d'objectifs. Et je vous ai préparé, juste dans la slide qui va suivre, des exemples d'objectifs qu'on peut définir. Ensuite, on définit l'approche méthodologique. C'est un peu ce qu'on a vu ensemble sur les slides précédentes. La cible de l'étude, la méthode d'échantillonnage, la taille d'échantillon, la méthode de collecte des données, les méthodes de contrôle, les méthodes de traitement et d'analyse envisagées des données. On présente aussi beaucoup de fois les livrables les outputs, des exemples d'outputs, juste pour vous donner un avant-goût aux clients de voilà ce qu'on va vous présenter, voilà comment va être structuré, en tout cas présenter le rapport d'analyse de cette étude. On peut définir aussi des livrables. Est-ce qu'on va fournir un rapport, on va fournir des données sous format Excel, on va fournir une présentation, etc. Le planning de réalisation, comme pour tout projet. Le coût, qu'est-ce que va coûter cette étude? L'équipe de consultants qui va être impliquée justement sur ce projet-là pour donner de l'assurance, pour permettre aux clients justement d'être rassurés par rapport à la qualité de la réalisation de l'étude. Et enfin, on peut mettre quelques éléments en annexe si effectivement il y a des choses qu'on n'a pas forcément couvert dans le cadre des différents points qui ont été cités. Il peut s'agir de la présentation de l'entreprise, il peut s'agir d'un certain nombre de choses qu'on peut inclure dans la partie annexe. Alors ça, c'est la proposition d'étude. Donc, c'est un document obligatoire dans toute étude. Ça commence par un brief. Ensuite, ça enchaîne sur la proposition d'étude. Et ensuite, bien évidemment, on passe à l'exécution de l'étude.
Alors, je vous ai parlé des objectifs. Donc, on a des objectifs généraux. Généralement, on va en définir 4, 5, 6 maximum. Et ensuite, alors, j'attends que la slide, que vous arriviez à suivre. J'attends que la slide s'affiche. Alors, Alors, là, j'ai défini trois grandes rubriques. Donc, on a besoin de couvrir dans cette étude les habitudes d'usage, les habitudes d'achat et la partie qui est relative à la santé des marques. En termes d'habitudes d'usage, on peut, comme j'ai pas arrêté de l'évoquer depuis tout à l'heure, pénétration des produits et des marques, format et emballage consommé. Alors, ça, c'est des exemples. C'est absolument pas exhaustif et c'est pas la seule façon de faire. Mais en tout cas, c'est un exemple tiré d'un cas concret. Donc, format et emballage consommé, lieu de consommation, n'oublions pas, on est en train de parler de la catégorie jeu. Lieu de consommation du jeu, les modes de consommation, moment de consommation, les leviers, qu'est-ce qui me pousse, les leviers ou les drivers de consommation, qu'est-ce qui me pousse à consommer le jeu ou pas, tel produit ou pas, etc. Les bénéfices recherchés, est-ce que je consomme le jeu en étant dans un contexte seul ou là accompagné d'autres personnes? Est-ce que je consomme le jeu tout seul ou là accompagné d'un sandwich, d'un biscuit, je sais pas, d'une tarte, d'un gâteau au chocolat, etc. Profil type du consommateur, quel est le profil des consommateurs du jeu, quels sont les freins et motivations à la consommation d'une catégorie, d'une marque, quelles sont les attitudes envers la catégorie, etc., etc. Pour la partie habitude d'achat, on peut essayer de retracer le parcours client. Est-ce que c'est un client qui prend sa décision avant d'aller dans le point de vente ou là, une fois arrivé au point de vente, c'est là qu'il va décider d'acheter un produit? Est-ce que c'est un client qui va se renseigner sur les marques maintenant via Internet ou là via d'autres les sites web des marques, etc. Ou là, il va acheter n'importe quelle marque parce que il a un besoin un peu précis. Quelles sont les marques de jeux qui sont considérées? Est-ce que je considère acheter ou là que j'ai l'intention d'acheter un jour ou un autre? Les marques qui sont concrètement achetées, les lieux d'achat, est-ce que j'achète en épicerie, en laiterie, en grande surface, en supérette, etc., en kiosque, les sources d'informations, comment je me renseigne justement sur les différentes marques et produits existants, le mode d'achat, le mode de stockage, est-ce que je stocke dans un frigo ou là dans un placard, durée de stockage, qu'est-ce qui me pousse, quels sont les drivers, les motivations d'achat, quels sont les différents intervenants dans le process, l'acheteur, le vendeur, quelqu'un qui va me recommander, un ami, de la famille, etc. Positionnement prix, perception prix, etc. Comment une marque doit se positionner au niveau du prix sur cette catégorie, comment les prix de cette catégorie sont perçus pour chacune des marques. Ensuite, la dernière partie qui est la partie relative à on appelle ça brand equity, santé des marques, etc. Mais dedans, on va mettre un certain nombre d'indicateurs très connus en matière de marketing de manière générale. Beaucoup d'intervenants en ont parlé. La notoriété des marques, on distingue trois niveaux de notoriété. On parle de ce qu'on appelle la notoriété top of mind, c'est-à-dire les premières marques qui sont citées. On parle de notoriété spontanée, on parle de notoriété assistée, et à l'occasion, on reviendra à chacun de ces types de notoriété. Et la familiarité avec les marques, est-ce que je me sens proche de ces marques-là, je suis familier ou pas? Niveau d'attachement à une marque, l'image de marque, les forces et faiblesses, est-ce qu'il y a une logique de substitution entre les marques ou bien je consomme toutes les marques sans différence? Est-ce qu'il y a d'un souvenir publicitaire, les gens se souviennent avoir vu de la publicité sur cette catégorie ou pas, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait couvrir. Comme j'ai dit, c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est quelques exemples de ce qu'on pourrait couvrir dans le cadre d'une étude pareille. Il faut toujours lire ça dans le contexte de cette entreprise ABC, qui est une entreprise qui veut entrer dans une nouvelle catégorie, qui est la catégorie des jeux. Et avec ces slides, ma présentation prend fin. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre. Peut-être qu'il y a des questions entre temps, mais j'ai pas pu y répondre en temps voulu. Mais si vous avez des questions et si l'équipe Rêve nous le permet, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer d'y répondre soit tout de suite, soit peut-être dans le cadre d'une autre session. Je pense qu'il a coupé. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, mais en tout cas ma présentation a pris fin. Je vous remercie à tous pour votre attention. Et encore une fois, vraiment navré pour tous les soucis techniques qu'on a observés dû à l'utilisation de cet outil OBS. Très bien. Je pense qu'on va finir. Merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine session, probablement le mercredi prochain. On va essayer d'éviter un peu ces problèmes techniques. Merci. Au revoir à tous.